Bonjour les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle capsule concernant les spectres lumineux. Comment peut-on décomposer une lumière? En 1666, Newton fait ses premières expériences concernant la dispersion de la lumière. Dans un de ses volets, il perce un petit trou pour isoler un faisceau de lumière de faible dimension, sur le trajet duquel il place un prisme en verre. Qu'observe Newton? Il observe que la lumière blanche provenant du Soleil peut être décomposée en plusieurs bandes de couleurs semblables à celles de l'arc-en-ciel. La lumière blanche qui arrive sur le prisme va subir des déviations. Chaque radiation lumineuse colorée va subir des déviations différentes. Et en sortie du prisme, on observe que la radiation violette est beaucoup plus déviée que la radiation rouge. Ce spectre, cette figure colorée, va être qualifié de spectre continu de lumière, puisque l'on passe d'une bande de couleur à l'autre sans discontinuité. Il n'y a pas que le prisme qui permet de décomposer une lumière. Un autre système est à notre disposition, c'est ce qu'on appelle un réseau. Un réseau, c'est une surface optique très fine, constituée d'un grand nombre de fentes qui sont identiques, qui sont parallèles entre elles et qui sont équidistantes. Le montage reste le même qu'avec le prisme. La lumière blanche arrive sur une fente, puis arrive sur le réseau, et le réseau décompose la lumière blanche. Au centre, on a la fente, et de part et d'autre, les spectres de la lumière blanche. Les spectres sont symétriques par rapport à la fente, et on observe une différence par rapport au spectre précédent. Dans ce cas-là, la lumière violette est moins déviée, et la lumière rouge est plus déviée. Est-ce que toutes les lumières sont décomposables? Alors, la lumière blanche, elle, oui, puisqu'on vient de le voir, on va donc la qualifier de lumière polychromatique. À chaque radiation lumineuse colorée, on va associer une grandeur appelée longueur d'onde et notée lambda. C'est comme une immense palette de crayons de couleur, il y a une infinité de rouge, une infinité de rose, une infinité de bleu, une infinité de vert, etc. Étudions maintenant de la lumière laser rouge. Cette lumière laser arrive sur un prisme. Elle subit deux déviations à l'intérieur du prisme. Cependant, à la sortie du prisme, on observe qu'elle n'est pas décomposée. Elle sera donc qualifiée de lumière monochromatique. Un spectre d'émission, c'est donc un spectre produit par la lumière directement émise par une source. À quelles conditions obtient-on un spectre d'émission continue? Un corps chauffé, tel un morceau de fer, va produire de la lumière et va donc émettre un spectre continu d'émission. Prenons l'exemple d'une ampoule à incandescence. Le filament va être parcouru par un courant d'intensité I de plus en plus importante. Le courant traversant le filament va provoquer l'échauffement de celui-ci, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule, et en s'échauffant, le filament, tout comme le morceau de fer sorti de la forge, va produire de la lumière. Sur la figure de gauche, on peut facilement estimer que la température du filament est plus faible que sur la photo de droite. Si on observe le spectre, on se rend compte que pour le filament faiblement chauffé, le spectre n'est pas complet, contrairement à celui de droite. Il manque une grande bande de violet. Le spectre du premier cas est formé surtout de rouge, un tout petit peu de jaune et beaucoup de vert. Et plus le filament va s'échauffer, plus le spectre va s'enrichir de radiation lumineuse colorée. Et en particulier, il va s'enrichir en radiation de courte longueur d'onde. Il va donc y avoir une relation entre couleur d'un corps et sa température. Voilà le spectre continu de la lumière blanche. La plus petite longueur d'onde du spectre visible correspond au violet. Avant le violet, on va y trouver les radiations ultraviolettes. La plus grande radiation lumineuse colorée visible par l'œil humain est le rouge. On trouvera après le domaine de l'infrarouge. Comment obtenir un spectre de ray d'émission? Voilà le schéma du montage qui permet d'obtenir ce type de spectre.
Dans une ampoule, à faible pression, on emprisonne un gaz d'atome. Et on va exciter ce gaz en envoyant des décharges électriques. Il va donc y avoir production d'une lumière qui va être décomposée par un système dispersif. Ici, c'est un réseau. Voilà l'allure de deux types de spectres que l'on peut obtenir. On constate que le fond est noir et que sur ce fond noir apparaissent des raies colorées. Le spectre est donc discontinu puisque on passe d'une couleur à l'autre avec des discontinuités. Les deux spectres proposés sont bien différents l'un de l'autre. L'un correspond à l'élément mercure, l'autre à l'élément cadmium. On peut donc dire que connaître le spectre de raies d'émission d'un élément, c'est connaître l'identité de l'espèce chimique, c'est donc la carte d'identité de l'élément. Ça ressemble à un code barre d'un produit qu'on achètera en magasin. Voilà deux exemples de carte d'identité. L'élément sodium possède deux raies jaunes d'émission bien caractéristiques qui sont très proches l'une de l'autre, l'une à 589 nanomètres et l'autre à 589,6 nanomètres. C'est pour ça que sur certains spectres, il est possible que ces deux raies jaunes soient confondues l'une avec l'autre. À droite, vous observez le spectre d'émission de l'élément hydrogène. Comment obtient-on un spectre d'absorption ? Le point de départ, c'est de la lumière blanche. Donc on sait que la lumière blanche émet un spectre continu. Cette lumière blanche va traverser une substance. Par exemple, un gaz froid. On a donc la lumière blanche qui traverse un gaz froid d'atomes, et cette lumière blanche qui a traversé ce gaz va être décomposée par un prisme. On obtient sur l'écran un spectre de raies d'absorption. Le fond coloré du spectre de la lumière blanche sur lequel apparaissent des raies noires bien distinctes. Voilà le spectre de raies d'absorption de l'élément sodium, deux raies absorbées dans le domaine du jaune qui sont très proches. Cela ne vous rappelle rien ? Si, cela doit vous rappeler le spectre de raies de l'élément sodium. Du coup, on peut retenir qu'une entité chimique ne va pouvoir absorber que les radiations qu'elle est capable d'émettre. Comment obtient-on un spectre d'absorption de bande ? Pour obtenir un spectre d'absorption, on a déjà besoin de lumière blanche. Donc, dans le cas de ce qu'on étudie maintenant, de la lumière blanche ici produite par un rétroprojecteur va traverser une solution colorée magenta. On place un système dispersif, ici un réseau, sur la lentille du rétroprojecteur. On va le poser ici. Sur l'écran va apparaître le spectre de la lumière blanche et, dans ce cas particulier, une bande noire dans le domaine du vert. Si je regarde cette courbe, on se rend compte que la solution magenta absorbe principalement vers 530 nanomètres qui correspond à la radiation verte. Une solution colorée magenta va donc absorber principalement le vert et diffuser principalement les radiations rouges et les radiations bleues. Et si je mélange de la lumière rouge et de la lumière bleue, j'obtiens de la lumière magenta. Intéressons-nous aux étoiles et décodons le message envoyé par celle-ci. Tout d'abord, la lumière produite par une étoile provient de sa surface qu'on appelle photosphère. Une étoile est un corps chaud qui émet un rayonnement thermique. Le spectre de l'étoile est donc un spectre continu. La couleur de l'étoile va dépendre directement de la température de sa surface. Sur la photographie que je vous propose, on voit trois étoiles qui nous paraissent de trois couleurs différentes. La première étoile à gauche a une surface qui nous paraît rouge, sa température de surface est de 2500 degrés Kelvin. Alors, 273 degrés Kelvin égale
0 degrés Celsius. Ça vous permet d'estimer la température en degrés Celsius de cette étoile. Et le maximum d'émission est dans les grandes longueurs d'onde. Si maintenant j'étudie l'étoile dont la surface me paraît bleue, le maximum d'émission est maintenant pour les courtes longueurs d'onde, et on se rend compte que la température de l'étoile est maintenant de 18 000 Kelvin. Donc comme pour tous les corps chauds, la couleur d'une étoile et le fond continu de son spectre lumineux vont donc nous renseigner sur sa température de surface. D'après vous, quelles sont les étoiles les plus chaudes et les étoiles les plus froides? Donc sur cette image, on distingue des étoiles bleues, des étoiles rouges, des étoiles jaunes. Donc une étoile me paraît bleue par rapport à ce qu'on vient de voir. Plus elle émet dans les courtes longueurs d'onde, plus la température de surface de cette étoile est importante. Cela fait référence à la loi de Wien qui dit que le produit de la longueur d'onde par la température de surface est égal à une constante. Une étoile qui me paraît rouge, le maximum d'émission correspond à une longueur d'onde grande, 800 nanomètres, c'est donc que la température de cette étoile est plus faible que la température d'une étoile qui me paraît bleue. Une étoile est donc une boule de gaz. On vient de dire que la surface de cette étoile émettait de la lumière blanche. Autour de la surface de l'étoile, il y a ce qu'on appelle la chromosphère. La chromosphère, c'est l'atmosphère de l'étoile. Cette atmosphère est donc constituée d'un gaz de plusieurs atomes sous faible pression. On est donc dans le cas où la surface de l'étoile produit de la lumière blanche, et cette lumière blanche va traverser un gaz d'atomes, et si en sortie on utilise un système dispersif comme un prisme ou un réseau, on va pouvoir obtenir le spectre de l'étoile. Prenons le cas du Soleil. On obtient bien le spectre continu de la lumière blanche sur lequel une infinité de raies noires apparaissent. Ce sont les éléments chimiques contenus dans l'atmosphère du Soleil qui ont absorbé certaines radiations lumineuses colorées. L'atmosphère du Soleil est composée à 79% d'hydrogène et à 20% d'hélium. Ces données sont à connaître pour le programme de seconde. Voilà, cette petite capsule est finie. À très bientôt.